Bonsoir les amis, on le dit comme ça parce que vous le savez, il y a une très bonne entente entre vous et nous quand il s'agit de parler de notre chère Côte d'Ivoire. Et nous sommes toujours très heureux de nous retrouver donc pour en parler ici même. Merci de nous faire confiance et d'accepter que parfois nous ne soyons pas d'accord avec vous, ni d'accord entre nous. C'est ça le jeu de la démocratie. On va commencer les désaccords par les députés de Côte d'Ivoire. Oui, on ne recevra aucun député de Côte d'Ivoire parce qu'ils ont fermé leur session, mais ils ont informé les Ivoiriens à travers une bâche qu'on peut voir devant l'hémicycle. Je me suis bien posé la question. Pourquoi pas annoncer à la télévision les débats que vous avez dans les journaux, dans les radios, que de faire une bâche que personne ne verra parce que, soyez-en sûrs, à Korogo, personne ne sait que votre session est terminée. Donc ça, les députés, on n'est pas prêt de vous voir ici sur ce plateau. On ne verra pas non plus une grande dame, elle était appelée à être l'une des grandes dirigeantes d'Harvard, vous connaissez cet établissement universitaire. Eh bien, Claudine Gay a démissionné, c'était une femme noire, première femme noire à diriger cet établissement vénérable. Elle a démissionné après les accusations, c'était un peu compliqué. Elle est partie, on aurait tellement voulu qu'elle reste à la tête de cette institution américaine qui a impacté et qui a sorti de nombreux chercheurs et prix Nobel notamment. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, j'espère que vous allez bien. Vous êtes d'attaque ce soir? Oui, on essaie de l'être, surtout que les téléspectateurs nous le rendent bien. N'est-ce pas? Bonsoir chez vous, merci d'être avec nous ce soir. La Cour des comptes sera donc traitée. Ça va être bien ça. La FECI avec son nouveau secrétaire général. On recevra en chute d'émission Théophile Kouamouo, que vous connaissez très bien, un journaliste témoin de son temps. Et puis évidemment Madeka avec son doublage de voix. Voilà le menu de notre session, on va dire aussi. Oui, voilà notre session de ce soir. Bonsoir encore une fois et bienvenue chez vous. Vous le savez, très chers téléspectateurs, le pays, l'État vit et s'organise autour de ses comptes publics. Et ces comptes publics, c'est quoi? En fait, c'est l'argent que génère l'État, c'est les dépenses que l'État organise. Eh bien, pour vérifier, certifier, dire que ces comptes sont sincères, il y a un organisme qui est une juridiction administrative, mais indépendante, qui est chargée de vérifier tout ça. Alors, est-ce que la Cour des comptes en Côte d'Ivoire fait bien son travail déjà? Est-ce que cette Cour des comptes publie des rapports chaque année? On vient de l'apprendre, il y a eu un rapport pour 2022. Est-ce que cette Cour, parfois, épingle certaines administrations? On l'a appris. Mais tout ça, vraiment, mérite un petit débat. Et c'est à cela que nous allons évidemment. Exactement. Nous allons donc poser le pied dans le plat, André. L'exécution de la loi de finances de l'année 2022 fait apparaître un solde budgétaire déficitaire de plus de 3 103 milliards de francs CFA et un solde de trésorerie excédentaire de plus de 3 023 milliards. Donc, solde global déficitaire de 80 milliards, 547 millions de francs CFA. La question est la suivante. Pour être plus simple, oui, alors, quand l'État dit qu'il produit 10 000 milliards, oui, par exemple, ce sont ses recettes, il se trouve que l'État dépense 10 080 milliards. Exactement. Donc les 80 milliards, il y a un déficit de 80 milliards. Pour bien comprendre. Merci André. Voilà donc un peu la question qui sera posée. Des entreprises ont été citées dans cette affaire. On essaiera de comprendre tout ceci, leur rôle et le processus justement du travail de la Cour des comptes. Nous commençons avec vous, Daouda. D'accord. Bonsoir déjà. Bonsoir Christelle. Déjà, il faut comprendre que la Cour des comptes, comme tu le disais si bien, son travail c'est de vérifier que les comptes de l'État sont aux normes. Finalement, on se rend compte que ce n'est pas aux normes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des échanges de courriers entre le ministère du budget et la Cour des comptes. La Cour des comptes demande au ministère du budget de savoir où est-ce que les excédents, notamment tu parles de deux entreprises, la SNEDAI, la société qui est en charge de la production des passeports, et l'ONI qui est en charge de la production... ONESI, bon, j'ai dit ONI, c'était l'ancienne. En charge de la production des cartes d'identité. Pour ce qui concerne les passeports, il se trouve que
quand nous partons pour aller faire nos passeports, c'est 40 000 francs. Et Snedaï est un concessionnaire privé. Donc, en gros, dans les 40 000 francs, l'État a droit à 20 000 francs et la Snedaï a droit à 20 000 francs. Oui. Mais il se trouve que quand on fait, le rapport qu'ils ont fait, c'est autour de 792 000 de francs CFA qui ont été décaissés, qui sont dans les comptes. Donc finalement, ils se demandent où est le reste de l'argent. Il faut bien comprendre, Daouda, quand vous dites que l'État a droit à 20 000 francs, les 20 000 francs de la part de l'État vont où? Est-ce que Snedaï reverse là dans un compte? Au départ, comme la Cour des comptes a demandé des comptes au ministère du Budget qui a dit qu'eux, ils ne gardaient pas cet argent. Après, Snedaï a sorti un communiqué en cours de journée pour nous dire que lorsque eux, ils reçoivent cet argent, ils le mettent sous un fonds séquestre. Un compte séquestre. Un compte séquestre qui est mis au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Voici là où se situe la question concernant cette histoire de passeport, de visa d'entrée à l'aéroport et autres. Parce qu'il y a beaucoup d'autres... Ce n'est pas seulement les 20 000 francs de passeport, il y a d'autres montants qui rentrent en ligne de compte. Les visas et autres. Mais là, il faut être précis. Ce sur quoi la Cour est intervenue, c'est sur le passeport. Mais il faut lire précisément la note de la Cour que je voulais quand même vous partager. La Cour dit simplement que le niveau de recouvrement de ces droits et taxes est trop bas au regard du potentiel de ressources à mobiliser en la matière. C'est-à-dire que la Cour des comptes est dirigée quand même par Diomandé Convaly, qui est un grand économiste, donc ils connaissent quand même la réalité de ces ressources. Donc ils regardent et ils observent qu'il y a un vrai déficit. L'État nous dit qu'au niveau des droits perçus sur la carte nationale d'identité, sur la carte nationale d'identité et passeport délivré en Côte d'Ivoire, c'est 792 000. La Cour des comptes dit c'est trop bas. Allez-y, nous demandons au ministère, et je finis là-dessus, de donner les raisons pour lesquelles le droit perçu sur la carte de séjour de résidence et les cartes nationales d'identité et les passeports sont recouvrés à des niveaux aussi bas. Et donc c'est la réponse que vous avez pu lire au niveau du ministère du budget. Et on veut entendre Élisée là-dessus. Que dit le ministère précisément? Bon, je n'ai pas sous les yeux exactement les propos du ministère. Mais globalement, pour résumer. Oui, ben, globalement, le ministère a essayé plus ou moins de faire comprendre que, je vais dire, le système de recouvrement en tant que tel n'était pas sous sa gestion de façon directe. Voilà, donc c'était un système qui se faisait, je dirais, pas de façon, je veux dire, directe, de façon interposée. Et donc, évidemment, il allait essayer de... Quand vous dites de façon directe et pas interposée, c'est pas comprendre. Non, le ministère te fait comprendre que ce n'est pas ces services de façon directe qui font le recouvrement sur, disons, cet aspect des finances, là, en réalité. Et donc, ce n'est pas personne interposée. Eux ne font que recevoir après ce qui leur est dû. Donc là, ça pose un problème parce que, bon, l'interlocuteur de la Chambre de... la Cour des comptes, c'est le ministère, c'est cette entité étatique-là qui est, elle, son interlocuteur. C'est pas l'entreprise. Non, voilà, ils n'ont pas affaire à une quelconque entreprise, ils ont affaire au service d'État. Voilà, donc ils disent que le point que vous avez fait, parce que qu'est-ce qui fait que la Cour des comptes interpelle le ministère, justement? Quand on fait la loi de finances, il y a des lignes budgétaires et il y a des prévisions. Sur la base de ces prévisions, la Cour des comptes regarde les prévisions qui étaient censées rentrer et regarde la ligne. Et nous ne perdons pas de vue que c'est un rapport qui prend en compte 2022. Mais avant 2022, il y a eu le rapport de 2021. Il y a eu le rapport de 2020 aussi. Donc, sur la base de ces différents rapports, quand ils essaient de faire une analyse, ils se rendent compte justement que ce qui est recouvré en 2022 est largement en deçà de ce qui était prévu par les années antérieures d'ailleurs et ce qui était prévu par la ligne budgétaire. Donc, ils interpellent effectivement le ministère sur la nécessité de savoir ce qu'il en est et ils recommandent de faire le recouvrement qu'il faut. Peu importe si le recouvrement est fait de façon directe ou pas indirecte, ou d'une autre manière, mais toujours est-il qu'au regard des exigences du budget, il est important que ce recouvrement-là soit fait et donc soit mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Donc voilà la recommandation que fait la Cour des comptes. Et ça pose aussi un problème parce que soit l'analyse qu'on fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, on n'est pas dans une logique justicière pour dire tel a tort, tel a raison ou tel, mais ça pose un problème. Parce que quand on écoute la réponse aussi qui vient des services du ministère et quand on voit la recommandation faite par la Cour des comptes, on se rend donc compte qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Mais ce dysfonctionnement-là, il est, en fait, qui l'endosse? Ou bien, à quel niveau il se situe? C'est ça. À
quel moment la réponse du ministère vous fait penser qu'on pourrait assister à un dysfonctionnement? Parce que je voulais quand même la réponse pour que vous soyez précis en termes de faits. Le ministère dit que les montants, les 700 et quelques mille qu'on a vus là, en réalité, sont des montants recouvrés au titre des cartes de séjour et de résidence. Les cartes de séjour et de résidence. Simplement parce que les passeports et les autres montants, qui sont les passeports, la carte de séjour, les cartes de résidence, ne sont pas en comptabilité de l'État. C'est-à-dire que ces montants-là ne figurent pas dans la comptabilité présentée par l'État. C'est dire, et là c'est là où je vais vous poser la question, si ça ne figure pas dans la, après je vous donne la parole, si ça ne figure pas dans la comptabilité de l'État, n'est-il pas venu le moment pour l'État d'informer les Ivoiriens sur l'existence et les montants en cause à propos donc des passeports, surtout qu'on a une compagnie qui s'est sentie indexée, qui a produit un communiqué à tout ça. Oui, bon, je pense que les montants concernant les passeports et les cartes d'identité figurent bien dans le budget de l'État, seulement pas au niveau espéré, compte tenu notamment des chiffres réalisés en 2020 et 2021. Alors, pour donner quelques précisions à ceux qui nous regardent, il faut rappeler que chaque année sont émis environ 60 000 passeports. C'est ça. Et sur chaque passeport qui est émis, les droits s'élèvent à 40 000 francs CFA, dont une moitié pour chacun des acteurs, notamment l'État et la société privée SNEDAI. Ce qui fait un budget concernant les passeports et ses droits y afférents d'environ 2,4 milliards divisé par 2, ça fait donc 1,2 milliard par personne. Or, la Cour des comptes estime que sur le 1,2 milliard attendu, seulement 792 000 ont été enregistrés. Cela ne veut pas dire qu'il y a forcément de la mauvaise gouvernance, parce que les fonds qui reviennent à l'État sont déposés sur un compte séquestre dans 2 établissements du pays, établissements bancaires, voilà, bancaires, on peut les citer, puisque tout le monde sait que pour faire le passeport, il faut aller s'enregistrer à Ecobank et ensuite à la BACI, donc la ex-Banque Atlantique. Donc voilà un peu la réalité. Maintenant, où serait passé le 1,2 milliard devenu 792 000 francs CFA? Je pense qu'il appartient au gouvernement de dire exactement ce qu'il en est. Pour sa part, dans le communiqué qui a été produit par la société SNEDAI, je pense qu'elle a expliqué un peu le processus et le lien qui la lie à l'État de Côte d'Ivoire, puisqu'elle est concessionnaire de ce service public depuis 2007. Donc ça fait une quinzaine d'années que ce processus et cette façon de fonctionner se passent. Élisée Bouloubé, oui, après on tombe sur vous direct. Oui, c'est juste pour rebondir sur l'explication que donnait le ministère, juste pour qu'on puisse, l'information soit vraiment globale et que les uns et les autres puissent comprendre. Justement, à la suite de l'explication du ministère, la Cour des comptes a réagi. C'est ça. Voilà, la Cour des comptes a réagi et elle a répliqué et elle a cité l'article 901 du Code général des impôts qui fixe la taxe de 5 000 pour les CNI, ce qui est encaissé en réalité par les impôts. Donc la Cour des comptes dit non, mais vous ne pouvez pas dire que ça ne figure pas dans les livres de compte de l'État, dans la mesure où il y a un article précis qui prévoit effectivement que ces montants-là soient prélevés. Donc la Cour des comptes justifie là que... C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a un véritable dysfonctionnement. Soit, comme je le dis, on n'est pas en train d'accuser quelqu'un, mais on est en train de dire que soit, peut-être par omission, par négligence, ou peut-être par responsabilité même, il y a forcément un dysfonctionnement quelque part. Parce que la Cour des comptes justifie pourquoi elle pense justement qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'elle s'appuie sur des tests. Et comme je le dis, le rapport ne date pas juste de 2020. Pardon, ce n'est pas en 2022 seulement que la Cour des comptes a fait des rapports. Il y a eu des rapports avant ces années. Oui. Et ça, c'est ces lignes qui figuraient. Et elle sait exactement pour ce qu'elle recevait sur ces lignes-là. Donc aujourd'hui, quand elle constate un tel montant, fait une comparaison, voilà, elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche justement. Très bien. Alors, on va écouter, peut-être permettez qu'on écoute Herman. Herman, comment est-ce que vous analysez justement tout ceci par rapport au point d'Élysée? Il pourrait exister un flou, des informations qu'on n'aurait pas, qui nous permettraient, par exemple, de dire qu'il y a des choses à savoir. Il n'y a pas de flou. Le rapport de la Cour des comptes est très précis et très clair. Quand on regarde, c'est vrai qu'on prend la ligne qui concerne les droits perçus sur les cartes nationales d'identité et les passeports délivrés, où la Cour des comptes ne comprend pas qu'on ait collecté seulement 792 000 francs. Mais il y a aussi une autre ligne, les droits perçus sur les cartes de séjour ou de résidence.
on sait le nombre de résidents, de personnes étrangères en Côte d'Ivoire et on a seulement collecté 86 713. C'est vrai, quand Alain fait bien de préciser que c'est 1,2 milliard qui reviennent à l'État concernant les passeports biométriques, mais quand même, on connaît ici en Côte d'Ivoire les droits perçus sur les droits de résidence et autres des étrangers. C'est de l'ordre de 300 000 francs hors CEDEAO et on s'imagine bien que quand même c'est insignifiant. Mais le rapport ne s'arrête pas là. Le rapport de la Cour des comptes sur la loi des finances 2002 fait 4 recommandations, dont une, celle qui a été respectée totalement, une seulement a été respectée totalement. Mais quand on regarde les 3 autres qui sont des recommandations qui ne sont pas forcément des recommandations anciennes, puisque depuis 2018, les mêmes recommandations reviennent, on a vu que rien n'a été respecté par le ministère qui est chargé du budget et autres. C'est-à-dire que les recommandations qui sont faites par la Cour des comptes pour corriger les anomalies qu'il y a eu dans les anciens rapports n'ont pas été respectées. Mais moi, je pense que ces faits-là sont des faits aussi graves. Ces faits graves-là, il serait quand même de bonne loi que tout cela ne passe pas sous silence, comme on a vu dans la gestion des 720 millions de primes des éléphants. Il y a eu aussi quand même d'autres scandales que, peut-être, si vous me permettez, on va revenir quand même là-dessus. D'accord. Les 100 milliards offerts de francs CFA offerts, les 20 milliards au guichet unique. 100 milliards offerts Offert par qui? Offerts. Fonds d'entretien routier. Oui. 20 milliards au guichet unique. 100 milliards offerts par qui? C'est ça justement. Offerts, fonds d'entretien routier. Il y a eu un scandale sur ça. D'accord. Voilà. Les 100 milliards du fer, vous voulez dire. Si tu veux. 20 milliards du guichet unique. 40 milliards de rénovation de l'université Félix Houphouët-Boigny, 500 milliards dans la filière café-cacao. Et ces perceptions sur les thèmes, enfin, ces scandales qu'on vient de voir. Moi, je pense qu'il faut quand même les mauvaises manières. On ne peut pas ne pas retrouver une ligne aussi importante de collecte de fonds sur les passeports biométriques et des timbres pour la CNI, on ne peut pas retrouver cette ligne dans le budget. Parce que c'est de ça que la Cour de compte, on ne voit pas les traces. Certainement, ça a été utilisé autrement. Mais c'est une preuve c'est une mauvaise pratique. Et ça, je préfère qu'on le dise, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été fait avec cet argent. Très bien. Où ça se trouve. Oui, bon, Alain, je pense que ce sont des interrogations intéressantes, mais sur l'usage ou la destination de ces fonds, on ne peut pas non plus se lancer dans des spéculations. Voilà. On dit que sur les fonds destinés à l'État, ces fonds sont déposés sur un compte séquestre, dont le seul et principal bénéficiaire, par exemple, c'est l'État. On a le Trésor et d'autres démembrements de l'État qui peuvent certainement avoir des signatures pour mener un certain nombre d'actions. Je voulais juste rappeler que dans le domaine du pétrole, par exemple, la plupart des États producteurs de pétrole ont pour habitude de créer des comptes séquestres sur lesquels sont déposées les redevances. Vous prenez le Congo-Brazzaville, vous prenez le Tchad. C'est un usage qui est courant. D'accord. Et sous d'autres régimes en Côte d'Ivoire, on a eu également des comptes séquestres, notamment pour les ressources du café, cacao, etc. Même pour les projets immobiliers. Non, c'est là-bas que c'est plus courant, en fait. C'est une technique. Et le gouvernement puisait dans ces fonds pour des projets spécifiques. Ça peut être pour des infrastructures, construire des écoles, des routes, etc. Effectivement, c'est la traçabilité. Et là où il y a une insuffisance dans le travail de la Cour des comptes, le fait qu'elle n'ait pas poussé ces investigations un peu plus loin. Parce que, puisqu'elle a les chiffres de 2020, 2021 et 2022, elle aurait pu au moins demander aux différents services de l'État de lui apporter le maximum d'éclairage sur justement ce que ces fonds ont pu devenir. Pas forcément sur ce que vous venez de dire. J'ai le sentiment que Herman ne partage pas totalement votre avis sur la façon d'utiliser ces comptes dits séquestres. Alain nous ramène derrière pour nous faire constater que c'est des pratiques qui sont régulières, des pratiques anciennes qui sont régulières. Mais une pratique, qu'elle soit ancienne que nouvelle, je pense bien que si elle n'est pas correcte, il faut dire qu'elle n'est pas correcte. Si l'État permet à ce que des concessionnaires sur une mission bien donnée, déposent l'argent sur un compte séquestre et que cet argent-là ne figure pas sur la ligne budgétaire, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Non, je n'ai pas fini. Je vais même lui donner la définition du budget de l'État. Le budget de l'État, c'est quoi? C'est établi par le gouvernement et adopté par le Parlement
qui prévoit aussi bien les dépenses et les recettes pour l'année à venir. On a compris et ça. rien d'autre ne doit être exécuté en dehors de ces bien, on a Permettez compris. à Alain de réagir maintenant. Bon, vous connaissez peut-être le budget de l'État, mais vous ne savez pas tout à fait comment de l'État de choisir l'usage ou les usages ou les destinations des fonds qui sont... On nous dit qu'il s'agit là de fonds résiduels. C'est-à-dire que sur 100 francs, par exemple, pour simplifier, perçus, on n'a pu qu'apporter au Trésor 10 francs. Ça veut dire que les 90 autres francs ont eu une destination qui peut être d'abord une destination destinée à des missions pour la sécurité publique, services de renseignement. Ça peut être action de solidarité. Vous pensez que quand on offre 100 milliards au Burkina ou à un pays, cet argent, il vient bien de quelque part. Vous voyez? S'il vous plaît, je vais terminer. Hein. Voilà. Et donc, je veux dire, il ne faut pas voir la mauvaise gouvernance chaque fois que le soleil se lève. C'est un apprentissage. Et l'exercice qui a été mené par la Cour des comptes est un exercice, pour moi, qui me paraît essentiel dans un pays qui est en maturation, en construction. Permettons à Herman de réagir. On passe... Mais Alain, lorsque vous dites, par exemple, que c'est des pratiques qu'un État peut utiliser pour gérer, mais moi, je suis inquiet. Lorsqu'on prévoit, par exemple, 200 milliards ou autre pour, qu'on appelle le fonds de souveraineté du président de la République, c'est bien établi. On ne demande pas ce qu'ils vont faire après. Mais on voit dans le budget que c'est pour le fonds de souveraineté, c'est pour le président. Mais tu ne peux pas me dire qu'on n'a pas prévu quelque chose dans un budget et qu'on a des caisses noires, ça on peut appeler ça ici. Non, ce n'est pas une caisse noire. Qui puisse nous permettre de régler. C'est pas une caisse noire. Si les conséquences, ce qui est dans le conséquences n'est pas sur une ligne budgétaire, ça veut dire que c'est une caisse noire. Très bien. On a vu votre point de vue là-dessus. Vous avez regardé tout ça. Vous vous dites quoi? Est-ce qu'on est vraiment... On peut commencer à se dire... Bon, vous avez parlé de dysfonctionnement, ça va. Là, on parle de malversation. Toutes les trucs sont noirs, ce n'est pas totalement clair. Comment vous analysez cette affaire? Moi, je vous dirais, en vous posant la question, n'est-on pas là dans la bonne pratique du fonctionnement de l'État où il y a une juridiction indépendante qui fait des recommandations, les autres essaient de se défendre? Est-ce que ma vision est plutôt conforme à la vôtre ou vous partagez celle de Derman? Moi, depuis ma base, parce que pour ceux qui se posaient la question de savoir à quoi servirait une institution comme la Cour des comptes, aujourd'hui, on a une belle réponse. Toute la nécessité de mettre en place une Cour des comptes. La Cour des comptes fait exactement le travail pour lequel... Quand on dit ceci... Oui, on dit ceci. Mais je veux rebondir sur les deux. Premièrement, sur ce qu'Alain a dit. Quand Alain a dit, par exemple, que il peut avoir effectivement, on peut mettre des fonds, on peut les allouer, voilà, des urgences. Mais c'est pourquoi la Cour des comptes, dans son travail, est méthodique. Quand il constate un fait, il ne tranche pas. Il nous envoie une lettre, un courrier, pour essayer de comprendre ce qui se passait à la suite des explications des services d'État qu'eux ils déduisent maintenant pour dire non, il y a quelque chose qui n'a pas cloché, qui n'a pas marché comme il se doit, et de plus près. C'est ce que la Cour des comptes, justement, a fait. Donc, si effectivement les fonds ont été alloués pour autre chose, vous mettez affecté à autre chose qui va dans le fonctionnement de l'État, il aurait été indiqué quand même que cela soit précisé. Ça aurait pas fait partie des recommandations justement de la Cour des comptes. Donc si la Cour des comptes fait des recommandations, c'est parce que justement, jusque-là, n'est pas satisfaite des réponses qui lui ont été données. Maintenant, Herman a dit, comparer un peu parlant de caisse noire. Non, ce que Herman a dit, il faut dire qu'il comprenne une chose fondamentale. Le budget de l'État, c'est prévisionnel. Mais qu'il ne perde pas de vue que il y a ce qu'on appelle le correctif budgétaire et qui est aussi devant l'Assemblée nationale. Parce que dans le fonctionnement, on peut prévoir quelque chose, mais la réalité, avec les crises, avec les facteurs exogènes et endogènes, peuvent amener l'État finalement à corriger ce budget-là au regard de la réalité du moment. Et c'est cela qui fait qu'on arrive justement à quelque chose de prévu à 10 000 milliards de budget et qu'on se retrouve finalement à 11 000 ou à 12 000. Permettons à Daouda de réagir. Daouda, comment vous réagissez à ce que justement... Non, après, ce qu'ils ont dit... Comparé à ce que Herman disait. Non, quand j'écoute Herman, je comprends son point. Parce que dès l'entame des propos, vous avez dit qu'il y a un déficit de 80 milliards et des poussières. Et là, on est en train de discuter sur la question de Snedaï tout à l'heure. Et M. Alain Toussaint, dans son propos, nous disait que... Pas la question de Snedaï, la question des taxes sur les passeports. Les passeports et les cartes d'identité. Voilà. Il nous a parlé de la production de 60 000 passeports par an. Donc, quand on le multiplie par 20 000 francs,
que chaque entité doit prendre, l'État et la SNEDAI, on est autour de 1 milliard et poussière. 1 milliard 2. 1 milliard 2. Mais où est le reste de l'argent? C'est là que je dis, j'entends son point quand il parle de il y a mal gouvernance. Aujourd'hui, la Cour des comptes n'accuse personne. Elle a fait... donné une réponse. Oui, ils ont donné une... je viens. Ils ont donné une réponse. La Cour des comptes n'a pas accusé ni la SNEDAI, encore moins le ministère du Budget. Il lui a posé des questions pour qu'elle puisse se rectifier. Moi, là où j'attire l'attention des uns et des autres, après ce qu'on appelle ça, cet épisode, je souhaite que l'institution de la bonne gouvernance gérée par M. Zoro, qui puisse aller regarder réellement pour qu'on puisse voir clair dedans, clairement, pour que les Ivoiriens, parce que c'est de l'argent public, il faut qu'on sache où chaque montant est rentré. Herman, apparemment, les propos d'Élysée ne vous satisfont pas. Vous voulez réagir? Allez-y, je vous en prie. Non, c'est pas... Et on passe à Alain. Allez-y, je vous en prie. Et Élysée a bien fait de souligner qu'après, lorsqu'on a fini de faire les prévisions, et il y a après, il y a un correctif budgétaire. Mais le correctif budgétaire, justement, il s'appelle correctif budgétaire parce qu'on le réinscrit, on l'actualise, le budget prévisionnel avec ce correctif. Dans le cas présent, c'est qu'il n'y a aucune trace, la Cour des comptes nous apprend qu'il n'y a aucune trace de cet argent qui devait être collecté là. C'est pourquoi la Cour des comptes te pose des questions. Et toi, mais tu as bien fait de dire, c'est pas pourquoi tu rebrousses chemin, tu as bien fait de nous dire. J'ai rebroussé chemin, aucunement. Oui, tu as bien fait de nous dire. C'est votre perception qui est rebroussée en fait. Sinon, il termine. Tu as bien fait de nous dire que lorsqu'on a vu les conversations entre la Cour des comptes et le ministère du Budget, il y a eu des déficits d'information et c'est pourquoi la Cour des comptes a produit ce rapport, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc reste là-dessus. Voilà. Bon, voilà ce que Emmanuel lui dit. Il faut que chacun reste sur ses points. Mais enfin, le vrai point, c'est que cette organisation, en tout cas cette institution, Alain Toussaint, je vous arrache la parole, pardonnez-moi, cette institution a besoin d'être connue des Ivoiriens. Tous ces sujets-là qui sont parfois techniques ont besoin d'être complètement vidés face à nos concitoyens. Ça peut être des députés, des élus, vous avez le budget. Enfin, il faut parler à nos concitoyens pour qu'on comprenne exactement. Parce que tout le monde va penser qu'on est tous en train de bouffer l'argent en parlant comme ça. Alors qu'il peut y avoir des explications, il y a des méthodes comptables, etc. Vraiment, il faut parler à la télévision. Et la tribune est ouverte justement à la Cour des comptes et à son premier responsable. Élysée veut rajouter Élysée, puis Alain, et on termine. Non, juste en 5 secondes. C'était pour donner de l'eau au moulin à ce qu'André était en train de dire. Juste pour rappeler à l'endroit des citoyens aussi que ces rapports-là sont disponibles. Voilà, parce que aussi souvent on se dit non, c'est des choses cachées. Non, c'est disponible sur le site de la Cour des comptes. On a tout le rapport, les rapports depuis des années que la Cour a été mise en place. Tous les rapports sont disponibles. Très bien. Les Ivoiriens peuvent entrer en contact avec ces rapports. Et puis même les Ivoiriens ont le droit de s'approcher de la Cour des comptes. Il faut d'ailleurs remercier le professeur Mamadou Koulibaly qui a donné cette alerte sur le cas présent. Oui, mais enfin, remercier, c'est un homme politique, il doit alerter. Alain, pour terminer très rapidement dessus. Non, je pense que c'est bon. Élysée a tout dit. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc c'est vrai que les documents sont disponibles, mais souvent ils peuvent prêter à multiples interprétations. Le plateau est ouvert justement pour la Cour des comptes et le ministère du Budget pour venir expliquer, éclairer encore mieux la lanterne des Ivoiriens. Les éclairages de la partie gouvernementale, je pense. Oui, bien sûr, on attend l'État, parce que c'est l'État c'est le gouvernement qui a été mandaté par notre démocratie pour nous expliquer le sens de son action et on l'attend. Alors, c'est une grande dame, artiste-chanteuse, qui s'est transformée en opératrice économique. Après, elle est dans l'humanitaire aussi. Et elle est de passage dans son pays où elle réalise beaucoup de belles choses. Rappelez-vous, elle avait un tube qui a fait un vrai tabac. L'artiste que nous recevons aujourd'hui, c'est Madeka. Et là, vous êtes bien contente de recevoir Madeka, cette belle grande dame. Oui, André, très heureuse de la recevoir. Bonsoir, Madeka. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Vous êtes promotrice de Cinekita, doublage de voix. Et votre album, donc, Abidjan, a été repris par Kéké Kassiri. Vous avez repris, pardon. Sorry. Abidjan, exactly. Yeah. Merci. Je pense parce que c'était l'hymne d'Abidjan, c'est une belle chanson. Exactement, en 87. Voilà, et là, vous faites bouger certaines personnes. C'était quoi, le Nyama Nyama, non? C'est le Nyama Nyama, exactement. C'était le précurseur du Nyama Nyama, le Zikei Dance. Herman qui commence à bouger de la tête, restons concentrés. Alors, Madeka, de chanteuse, on utilise la voix, et maintenant vous êtes dans le doublage de voix. Comment est-ce que cette transition s'est opérée? Qui a été celui-là qui a attiré votre attention pour dire attention,
cette voix, elle est bien chantée, mais aussi peut-être parler aussi dans le doublage des voix. Au cinéma, ça peut porter. Merci de me recevoir. Bonsoir. C'est mon plaisir. Non, je ne fais pas la voix, moi. Je fais faire la voix, en fait. J'utilise des personnes comme vous pour passer. Comment on fait pour passer de la chanson à investisseuse dans le business, carrément. Oui, en fait, c'est une opportunité que j'ai eue pendant que je travaillais en studio, parce que je passais toute ma vie en studio. Pour la chanson, justement. J'étais en studio nuit et jour. Et j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à la suite d'un concert qui a été catastrophique, qui s'est arrêté en cours. J'étais libre et j'ai dû prendre en charge la direction artistique d'un doublage. Et finalement, j'ai décidé de monter ma propre société. C'est quoi le doublage de voix? Le doublage de voix, c'est faire en fait des versions, c'est francisé ou anglicisé, des versions selon où on se place. En fait, j'ai un film qu'on me donne et je dois mettre ça, je dois localiser en fait la langue. En version, on prend la version originale vers la version une autre version traduite française. Exactement. Donc pour ici, je fais de la version française africaine. C'est très intéressant pour aller toujours dans le, et puis au regard de votre réponse, pour aller dans ce qu'a dit Christelle, c'est que vous êtes arrivé sur la scène musicale avec, je me rappelle, une chanson qui avait bien fonctionné, et puis le fait de se retrouver après dans un tel business, et puis vous parlez de l'accident du concert, c'est le lot quand même des artistes d'être très souvent dans des accidents de parcours, mais d'investissement d'artistes. Et vous avez trouvé la voie en investissant. Bah, je trouvais que m'investir moi-même, être dans le studio était une logique pour moi. Donc, après, continuer à être en studio pour faire autre chose que du chant, c'était encore une autre logique. C'est une voix qui est toujours utilisée. Je suis toujours dans la technique audiovisuelle, même si ce n'est plus de la chanson. On utilise aussi du son, de toute façon, mais je fais travailler d'autres personnes en studio. Hermène est à côté de vous. Non, je voudrais bien savoir, Madeka, qu'est-ce qui emmène une artiste comme Madeka, qu'on a écouté quand on était plus jeune, à arrêter la chanson juste à la suite d'un accident, pour être dans une autre passion et revenir bien les décennies après pour reprendre la chanson. Et puis autre chose, aujourd'hui, quels sont les films qui sont, en termes de doublage, qui sont à votre actif? C'est Nikita, c'est une panoplie, là. C'est beaucoup de questions à la fois. Cinekita, j'ai créé Cinekita en 96. En 96 jusque-là, nous avons le siège social à Puteaux. Et en 2012, je suis venue ici pour faire la version ivoirienne. Combien j'ai de films à mon actif? On fait à peu près... oh là là, je fais quelques bonnes heures de films par an, puisqu'on compte en heures. Donc on peut dire à peu près 500 heures de films par an. Donc voilà, ici... On a commencé tout petit, ça commence à prendre petit à petit. Aujourd'hui, on a réussi à avoir Netflix dans notre escarcelle. Donc, ce qui fait qu'on fait pratiquement, je vais dire, 90% des films africains qui viennent de l'Afrique, en fait, sont doublés ici par Cinekita Côte d'Ivoire. Avant que tout ça, je le vois, Kipias, qui veut vous poser la question, mais sur les films africains, parce que pendant longtemps, c'était très difficile, le doublage par qu'on faisait sur les films nigérians, qui avaient un beau succès ici. Est-ce qu'aujourd'hui, ces films-là représentent une bonne part dans votre chiffre d'affaires, ces films nigérians qui sont très prisés ici? Si, ces films Nollywood. Nollywood. Oui, parce qu'en fait, nous avons eu à travailler sur 407 heures, je crois, de Nollywood en France. Et j'ai trouvé totalement aberrant de faire la production en Afrique, partir faire le doublage avec des voix blanches et revenir... Parce que c'est terrible le doublage des voix, surtout sur les films de nous, c'est terrible. On n'a pas l'esprit, on n'a pas l'émotion, on n'a pas les vrais mots. Voilà, on n'a pas le feeling, exactement. On n'a pas le feeling, nous avons des tics, des tocs, je dirais, des manières. Africain. Nous avons des trous, des choses. J'aimerais bien voir la française faire des trous dans... Ben si, ils appellent ça faire des tips, alors que nous on dit faire des trous. C'est très compliqué pour eux. Et donc du coup, j'ai demandé à l'entreprise
En fait, je proposais que ce serait mieux qu'on fasse le doublage en Afrique et respecter la couleur africaine de toute façon. Tout ça. Bon, une question simple. Est-ce qu'on fait le chemin inverse? On part du français vers des langues africaines aussi? Nous sommes en train de travailler dessus parce que je trouve que c'est aussi important. Aujourd'hui, nos enfants ont perdu la langue. Moi, mon fils, par exemple, qui est né ici, ne peut pas parler le baoulé. Et je pense que c'est très important. Est-ce que vous parlez déjà? Est-ce que vous lui parlez baoulé? Ah, je parle très très bien le baoulé. Moi, je n'ai pas. Vous lui parlez le baoulé? Ah, quand baoulé? Bon, quand baoulé. Ok. Bon, écoutez. Bon, voilà, c'est même pas un mot. Toi, tu fais ton anglais ici. Hein? Mais c'est pas ma langue vernaculaire. Il y a un groupe qui est sur les réseaux sociaux, je ne sais plus, je crois que ça peut être 18 ou 16 ou 13, je ne sais pas, ce sont des jeunes Ivoiriens, mais souvent qui prennent des scènes de séries françaises ou américaines. Exactement, et qui s'amusent à le doubler en langue. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, exactement. Justement, nous sommes en train de faire une académie pour pouvoir pour faire former... des parodies, des choses comme Non, ça. pas parodie. En fait, c'est un vrai boulot. Donc, il faut former les gens à faire ce travail parce que certains pensent que c'est un gombo. Malheureusement, ce mot qui me déplaît fortement, ce n'est pas un gombo, c'est un vrai travail. Donc, il faut le faire. Me disais. Oui, moi je voulais juste savoir, à vous entendre, on voit que vous parlez avec passion de cette nouvelle corde à votre arc. Doit-on conclure que la musique, c'est fini? Vous avez bien fait. La musique, c'est pas fini. C'est pour ça qu'elle est là. Parlez-nous justement, puisqu'elle nous a dit. Exactement, c'est ça. C'est quoi l'idée de revenir dans la musique avec cette chanson mythique? Parce que Abidjan vous manquait, il y avait un truc comme ça, mais c'était quoi? Pourquoi revenir dans la chanson à travers Abidjan? Abidjan me manquait, effectivement. La Côte d'Ivoire me manquait parce que je suis restée trop longtemps dans le business. J'ai mis un peu de côté musicien, musical de ma vie. Non, je n'ai pas arrêté la musique. J'ai quelques chansons quand même qui sont sorties sur des compiles en France. Donc, je n'ai pas arrêté totalement la musique. C'est que je n'étais plus sur scène. Parce que je ne pouvais pas être sur scène et m'occuper de la société. Et aujourd'hui, je pense que la société est assez mûre. Je pense qu'après 27 ans, bientôt 28, elle est assez mûre. Elle peut se débrouiller aussi. Vous revenez à votre premier amour, en fait. Et j'ai une équipe, aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. J'ai des équipes qui travaillent très, très bien, qui me soutiennent fortement. Donc, je peux revenir un peu à mes premiers amours. Mais pourquoi cette chanson de Kéké Kassiri? Cette chanson de Kéké Kassiri, c'est quelque chose, c'est une chanson qui m'a marquée depuis très, très longtemps. C'était tellement évident de faire cette ode à Abidjan que je n'ai même pas compris pourquoi on l'a remis. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu une promotion par rapport à la CAN? Ça fait 4 ans que je travaille sur Abidjan. Hein. Et c'est vrai que c'est sorti là parce qu'il fallait, fallait le sortir. Mais ça fait 4 ans que je travaille sur Abidjan. Ça fait 4 ans que je cours après Kassiri pour qu'on travaille dessus. Mais justement, quel était l'apport de Kassiri sur ce projet-là? Il m'a aidé à faire les cuivres. Il était en studio avec nous aussi pour la programmation des cuivres et tout ça. Oui, il a Mais moi, j'ai une avec question pour vous. Quel type de voix pour un doublage? Quelle voix est habilitée à faire un doublage? Votre voix, sa voix. Ah ben là, j'ai une chance pour un autre métier. Si demain je fais aussi. Une chose est sûre. Il faut savoir, en fait, le doublage, il faut vivre le comédien qui joue le rôle. Il faut rentrer dans la peau. Il faut rentrer dans sa peau. Il faut jouer le comédien. Faut pas, vous n'êtes pas le comédien, mais vous le rendez accessible à la langue vers laquelle il faut que... Voilà. Comme on dit parfois, certifiant, vous l'objectivez. Enfin, exactement. Écoutez, en tout cas, vous êtes réalisé, on va dire, professionnellement avec Sinikita aujourd'hui, qui est une grosse machine. Mais votre passion fait qu'aujourd'hui, on vous retrouvera encore sur les scènes de Côte d'Ivoire pour que les mélomanes comprennent que vous faites partie de l'histoire de la musique ivoirienne et de l'histoire qui est en train de se bâtir. De l'histoire qui est en train de se bâtir actuellement parce que c'est très important et c'est logique que je sois aussi là sur scène. Très bien, en tout cas, nous sommes très heureux. Merci d'être venu, Madeka. Voilà, Madeka, merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Votre photo me fait penser à une reine nubienne, voilà. C'est magnifique. Merci d'être venu et bravo. Je pense qu'on va se faire un peu de yamon avec cette chanson-là. Herman. Non, elle m'a pas de blaguer là. Allez-y. Mais en tout cas, nous, on vous laisse avec cette magnifique chanson. À tout à l'heure. C'est le 3e jour de l'an et depuis donc 19h, nous nous retrouvons pour notre émission de débat, d'échange, de découverte parfois.
Émission au cours de laquelle de nombreux invités nous rejoignent pour partager leurs idées, pour nous donner de leurs nouvelles aussi, parce que c'est très important de se retrouver à parler. Donc le talk, c'est ça, autour donc de la vie des uns et des autres. Et nous en sommes toujours heureux. Vous savez, le rendez-vous 19h, 20h30 sur Live TV. Merci d'être là. Christelle, nous allons repartir avec un invité qui nous a rejoint. On le présente et après on commence notre premier sujet. Exactement. Il s'agit, en tout cas, merci d'être avec nous encore, chers téléspectateurs. Il s'agit de M. Théophile Kouamouo. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons simplement essayer de faire un retour sur votre parcours d'un journaliste écrivain, voilà, contemporain de son temps, pour parler avec nous. Mais avant, parlons très rapidement. Vous êtes témoin de votre temps et vous avez été témoin, peut-être de là où vous étiez, d'une nouvelle histoire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Donc on voudrait en parler avec nos camarades qui sont là. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, a un nouveau secrétaire général à la personne de Sie Kambou, à peine installé dans son fauteuil, qui a eu déjà quelques polémiques autour de son histoire, de son parcours en tant qu'étudiant. Qu'en est-il, selon vous, donc, du destin à venir de cette organisation? Comment vous analysez tout cela? Vous allez nous en parler tout de suite. Vous, la FESI, vous en avez parlé en tant que journaliste pendant longtemps, quand vous étiez ici. Et de loin, on a toujours la même perception de la lutte estudiantine dans nos pays, Théophile. Disons que la question de la lutte estudiantine en Côte d'Ivoire, elle est reléguée au second plan désormais par rapport aux années de Braise où elle était au cœur des combats. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet international, on va dire. C'est ça. C'est vrai, vous avez raison. Maintenant, ça reste quand même quelque chose de très interne. Et bien sûr, c'est bien pour ça que, c'est vrai, ça n'a pas fait la grosse une des médias. Après la crise justement qu'il y a eu pour le départ de Makelele, la crise de succession, maintenant, voilà, Sie Kambou prend les rênes de la FESI. Va-t-il pouvoir, André, ramener la paix après tout ce qu'on a vécu? Qu'est-ce que vous en pensez, Herman? Comment vous avez accueilli l'arrivée de ce nouveau secrétaire général à la tête de la FESI? Bon, moi, dans tous les cas, lorsqu'on a reçu ici à Claver, à Saint-Claver, à Saint-Claver, à Saint-Clair, il a lui-même dit que dès lors qu'il s'est retiré, parce qu'il n'avait pas, il n'a pas voulu jouer les trous faits concernant le Congrès que ses aînés ont eu à négocier avec les congressistes. Donc après cela, je pense que la crise est morte d'elle-même. Maintenant, ce qu'on espère, parce qu'aujourd'hui, la FESI n'arrive pas à faire oublier cet aspect de mouvement syndical qui est assez violent. Moi, je pense qu'il doit travailler à cela. C'est vrai que le prédécesseur a travaillé à cela, mais à la fin de son règne, on a vu que quand même les germes étaient là. Donc, c'est à lui de travailler là-dessus. Donc, ramener la paix au sein de la famille de la FESI aussi, ça, c'est un défi. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de laisser les clivages pendre. Et puis voilà. Donc, je pense que ça peut aller. Comment vous pensez, justement pour aller rapidement, que le pouvoir en place accueille comme ça un renouvellement dans une organisation comme la FESI, qui était puissante, je pense qu'elle le reste. Mais comment vous analysez, vous, les relations, ou la réaction du pouvoir face à ce qui se passe au sein de ce mouvement-là? Je pense que le mouvement FESI me semble avoir perdu de sa puissance et il ne constitue plus forcément un enjeu. Voilà, on sait que ce mouvement a longtemps été arrimé à la gauche, puisqu'il a participé aux côtés de Laurent Gbagbo et d'autres à ce qu'on appelait la naissance de la démocratie. Et au fil des années, malheureusement, ce mouvement s'est mué en une sorte de groupe qui faisait régner la terreur sur les campus et les universités du pays. Donc, aujourd'hui, ce groupe doit, comme on dit, revoir son logiciel. Voilà, se projeter. Il doit être un syndicat qui défend les intérêts étudiants et non pas une branche politique ou une espèce d'escroissance d'un parti politique. Parce qu'on veut forcément lui trouver, comme on dit, des affiliations avec la gauche, mais on a aussi le sentiment qu'aujourd'hui, ce mouvement, justement, il est un peu disparate. Il n'y a pas une seule ligne. On l'a vu d'ailleurs dans les différentes campagnes qui ont été menées par les différents candidats au cours de cette élection. Moi, j'ai juste un point.
peut-être une interrogation. Est-ce que ce président, il est étudiant ou il n'est pas étudiant? Général. Il est étudiant, je pense que sinon il n'aurait pas élu. Oui. Enfin, les secrétaires généraux de la FESI, je pense qu'ils sont étudiants, mais après, est-ce qu'ils sont des habitués des amphis? Ça s'arrête un autre truc. Exactement, parce que j'ai vu, le début d'une polémique là, sur, dans les médias. Au port, des choses comme ça. Bon, on peut être étudiant et être travailleur, mais s'il a terminé les études, bon, écoutez, voilà. En tout cas, bonne chance à lui. Hein. Élisée Boloube, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons toujours ce relan politique de la FESI arrimé à une direction politique? Qu'en pensez-vous? Où nous avons affaire à un syndicat qui se préoccupe que des diligences des étudiants? Mais je pense que la question que vous posez est une question fondamentale. Bien peu d'Ivoiriens pourront vous dire exactement c'est quoi la FESI aujourd'hui. Si c'est un syndicat ou si c'est une branche de Gestapo, je ne sais plus. C'est pas trop fort ça, Gestapo. Non, je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Voilà, parce qu'aujourd'hui, non. Un syndicat, c'est quoi? Un syndicat, c'est une organisation qui œuvre au bien-être, aux meilleures conditions d'études et de vie de ses concitoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, du fonctionnement de la FESI, quelqu'un peut me dire que la FESI joue ce rôle-là? Mais la FESI terrorise plutôt les étudiants. Sur le campus, c'est totalement le contraire. Est-ce que c'est le rôle d'un syndicat de terroriser ces syndiqués? Il y a un vrai problème. Aujourd'hui, moi, je pense que l'objectif, sinon aujourd'hui, l'objectif pour la FESI, c'est de ramener l'esprit syndical au sein de ce mouvement. Parce on parlait du grand enjeu pour Sié Kambou, vous dites c'est ça? Oui, l'enjeu aujourd'hui, c'est de ramener l'esprit syndical au sein de ce mouvement. Parce que, excusez-moi du thème, mais je suis encore dubitatif et je suis très curieux de savoir qu'on me montre juste 2 critères qui justifient aujourd'hui encore que ce mouvement soit un syndicat. 2 critères seulement. Selon vous, qu'est-ce qu'il est s'il n'est pas un syndicat? Ah ben non, excusez-moi de le dire, mais il a toutes les... Et je lui ai dit toutes les caractéristiques d'une Gestapo, hein, honnêtement dit. Bon. Ouais, ça, je le dis, je le répète encore. Élisée insiste sur son mot Gestapo. Peut-être que Daoud avait réagi rapidement là-dessus. Daoud avoue qu'il peut-être... J'ai toujours dit à Élisée depuis l'année passée qu'il souffre d'un trouble post-traumatique sur le moment de la FESI. Il sait de quoi je parle. Non, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais je vais continuer rapidement pour dire que quand on regarde le profil de Sié Kambou, qui est né en 90, qui est en faculté des sciences éco, qui a eu son bac pratiquement à Bandoukou, il est jeune. Et quand on regarde les 3 secrétaires généraux qui sont passés, notamment Assis Fulgence, après Ala Sinclair et aujourd'hui lui, il y a aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une rupture avec l'ancienne FESI dont il est en train de parler. Parce que depuis l'arrivée des Assis Fulgence et des Makelele, la FESI avait véritablement renoué avec certaines valeurs au niveau de la vie syndicale, sérieusement. Je pense que Théophile, même tout à l'heure, en parlait. Ce n'est pas la même FESI d'en bas. Alain même le disait. J'ai su que je comprends ce que tu dis, mais je dis, c'est avec le temps. Aujourd'hui, cette FESI-là a changé et il y a une certaine rupture. Comme tu non, mais la rupture, elle est où? Il y a une crise de machette juste au mois de décembre. Il y a eu une crise de machette au mois des affrontements à la machette au mois de décembre. La rupture, elle est où? La rupture existe où? Élisée, quand je parle de rupture, Élisée, ce n'est pas parce qu'il y a eu un épiphénomène au campus, parce que Vous appelez ça un épiphénomène? Élisée, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que des badauds sont quittés en dehors du campus universitaire en essayant de fouler au pied les franchises universitaires. Mais vous dites des badauds, alors que deux mouvements au sein de la FESI revendiquent chacun. Deux tendances revendiquent effectivement que ces militants-là qui sont affrontés font partie de leur groupe. Finalement, si ce que tu dis est vrai, je ne pense pas que Makelele aurait... il allait laisser la FESI aller à des élections pour que finalement, Sié Kambou soit élu. Il s'est retiré, c'est fini. Donc pour vous, c'est une autre FESI que Kambou qui est là. Voilà. Surtout, il vous explique que l'épiphénomène est quand même caractérisé par le fait que Makelele n'a pas, j'allais dire, cristallisé la tension. C'était un événement. Comme dans toute organisation, souvent c'est un peu chaud, mais après la crise est vite passée. Donc vous n'y croyez pas. En tous les cas, on espère que Sié Kambou va convaincre tout le monde qu'il engage ce syndicat-là qui a une histoire qui est liée, il a dit Alain Toussaint, à cette démocratie et à cette forme de printemps de la gauche ivoirienne au départ donc, des années 90. Lui, il est là aussi, on a voulu donc dire de lui qu'il était donc témoin, journaliste, écrivain, témoin de son temps, puisque Théophile est aujourd'hui un journaliste entre la Côte d'Ivoire, la France, son pays d'origine. Il observe tout ça, on ne l'entend pas énormément, mais c'est quand même, il a quand même une petite analyse à nous partager sur comment va l'Afrique en ce moment. Mais commençons par le début, Théophile. Exactement. Journaliste que vous êtes,
Ça commence où votre carrière et comment, dans quelles conditions, comment vous devenez journaliste? Alors, je deviens journaliste en entrant à l'école de journalisme de Lille en 97, à 20 ans. Et puis, je commence ma carrière au Dauphiné Libéré, un quotidien de la presse régionale. Ouais. Et à l'époque, mon rêve était de travailler pour Le Monde et d'écrire dans les pages Horizon du Monde, ce qui est arrivé assez rapidement. Mais mon autre rêve était de bosser avec Jean-Baptiste Placat, à l'Autre Afrique. Et c'est arrivé également. Donc, c'est un jeune de 23 ans et demi, qui arrive à Abidjan. Je m'installe ici, justement, après avoir bossé à Paris pour Le Monde et Le Point et l'Humanité. Je m'installe à Abidjan en janvier 2001. J'étais très jeune, mais je connaissais déjà Toussaint Alain à Paris, qui bossait pour la BBC et aussi Africa numéro 1, où j'ai travaillé également comme stagiaire. Et donc, je m'installe à Abidjan comme correspondant du Monde. C'était mon rêve. Et puis, bon, les choses, le destin a pris des chemins de traverse. Et le journal mythique m'a semblé problématique quand la crise de 2002 a commencé. C'est ainsi que je l'ai quitté avec fracas, avec le fracas de la jeunesse. Voilà, avec le fracas de la jeunesse. Et puis, c'est par hasard que je suis devenu à la fois journaliste et entrepreneur de presse en Côte d'Ivoire, parce que j'ai été aussi entrepreneur très tôt, à 26 ans. Et je pense qu'on a fait de belles choses. Il y a aussi des ratés. Mais disons qu'on a quand même participé quelque part à l'émergence de la presse ivoirienne. Aujourd'hui, la presse écrite, elle souffre et ça me peine. Mais bon. On en parlera. On en parlera. Alors, une question pour vous, Théophile Kouamouo, et c'est intéressant que vous soyez sur ce plateau. Aujourd'hui, il y a pas mal de chantres du panafricanisme. Ceux qui sont carrément en rupture avec l'Occident ou directement, parlons de la France, estiment qu'il faut prôner ce panafricanisme qui donne les coups des franches aux Africains afin de décider de leur futur. Qu'est-ce que vous pensez de ce panafricanisme? Est-il galvaudé? Vaut-il la peine d'être prôné en ce moment? Quel est votre point de vue, Théophile? Le panafricanisme, c'est une notion aussi large que le christianisme ou le socialisme ou le marxisme. Chacun sa définition. Chacun se réclame du panafricanisme pour des raisons ou pour des autres. Mais je pense que le panafricanisme est le seul horizon de l'Afrique. Mais le panafricanisme, c'est quoi? Le panafricanisme, c'est le rêve qu'un jour on pourra quitter On ne vous a pas posé la question, mais vous faites bien, je vous coupe, vous faites bien de poser la question. Vous êtes journaliste, vous posez vos questions vous-même, vous répondez, c'est pas mal. C'est quoi le panafricanisme, justement? Il a dit c'est le rêve, c'est la finalité de l'Afrique. Oui, l'Afrique ne pourra pas se développer en dehors d'une unité politique, le rêve de Kwame Nkrumah. Et c'est à ça qu'il faut penser quand on parle de panafricanisme. Donc je rêve d'un jour où on pourra quitter, je ne sais pas si vous suivez les influenceurs qui sont en train de quitter la France pour la Côte d'Ivoire en voiture. Moi je rêve du jour où on pourra quitter le Caire pour le Cap en voiture. Je rêve du jour où on pourrait y avoir une citoyenneté africaine, un passeport africain. Et je pense que les Africains seront surpris. Mais Kouamouo, excusez-moi, monsieur Kouamouo, je comprends bien ce que vous dites. Mais quand vous regardez la tenue des événements, pensez-vous que nous sommes sur le chemin? Absolument. C'est en ce que justement, j'aimerais avoir des détails. Vous êtes beaucoup plus optimiste. Je pense que les micro-nationalités africaines n'en ont plus pour 20 ans. J'espère que alors, monsieur Théophile Kouamouo, essayons d'aller avec des exemples pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Quand vous dites que nous y sommes, concrètement, quels sont les faits qui se passent actuellement, qui vous disent qu'attention, nous sommes sur le chemin, qu'in fine, d'ici 20 ans, on pourra aller dans votre sens? Je pense que la première chose, c'est l'unité culturelle. Les réseaux sociaux, Internet unifient spirituellement et culturellement le continent. Les réseaux estudiantins et même les réseaux associatifs, les églises, les mosquées, il y a des mouvements internationaux par le bas qu'on ne voit pas et en fait on fait surtout attention aux bretteurs de foule qui utilisent le panafricanisme dans le cadre de leur, disons, de leur plaidoyer politique personnel ou de groupe. Mais au fond, quand vous regardez l'argot, les Africains francophones, l'argot, c'est déjà... Aujourd'hui, sans jaillir... Quand j'avais 20 ans, on parlait différemment dans les différentes capitales, mais aujourd'hui, on parle de la même manière, les interjections. C'est ainsi qu'un homo africanus est en train d'émerger. Et nos enfants, ils vont se dresser contre le corset nationaliste et ils vont faire advenir
une nouvelle manière de vivre. Aussi, ils vont remettre en cause la nationalité, les nationalismes tels qu'ils existent aujourd'hui, sans pour autant se départir de leur culture et de leur terre, etc. Ils vont inventer de nouvelles manières de vivre ensemble. Et je pense que c'est demain. Tout ça, Alain. Est-ce que vous pensez justement que les 3 pays sahéliens, Burkina, Mali, Niger, incarnent en ce que l'Afrique est en train de vivre comme transformation? Est-ce que vous les considérez comme des transformateurs? Non, je voudrais rajouter, parce que moi, tout ça, Alain et moi, on ne partage pas le même avis là-dessus. Il parle des pays, moi je veux parler des militaires. Finalement, ces pays-là, ok, mais quelle peut être la place finalement? Parce que beaucoup de pays africains se disent, oui, les autres ont échoué, les militaires peuvent. Est-ce que ces militaires-là peuvent faire partie des transformateurs dont parle Alain Toussaint? Alors, je ne sais pas si je commence par les pays ou par les militaires, mais effectivement, ce sont des transformateurs. Parce que quand nous regardons l'histoire immédiate, nous les journalistes, nous avons beaucoup de critères moraux qui nous empêchent de comprendre la vaste étendue des transformations. Effectivement, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas forcément des gens bien, ce ne sont pas forcément des démocrates. Mais en réalité, ce sont des transformateurs dans la mesure où ils poursuivent une histoire de libération et ils le poursuivent dans le chaos. Mais quand vous regardez l'histoire de la Révolution française, par exemple, elle a été chaotique, elle a été absolument tordue, avec des personnages qui étaient aussi tordus, mais en fait qui étaient portés par les aspirations populaires. Et ce sont ces aspirations populaires sur lesquelles surfent ces militaires et ces pays. Et justement, l'AES est en réalité un vieux... Je pense que l'AES est né à Abidjan dans les années 2002-2004, à l'époque où justement on a considéré qu'il était mieux de ne pas remettre sa sécurité entre les mains de pouvoirs étrangers. Donc les choses... et avant ça, il y a eu d'autres moments panafricains. Maintenant, je ne veux pas dire que je donnerais mon blanc-seing à ces dirigeants-là. Je pense qu'ils sont traversés par toutes les contradictions de leur temps. Ils sont ambitieux, ils sont opportunistes, mais ils portent une partie de l'histoire et des aspirations des Africains. Et c'est pour ça qu'ils continuent à être là. Daouda? Moi, j'aimerais juste revenir en Côte d'Ivoire. Vous parliez de votre journal que vous avez créé, qui est le Nouveau Courrier. À un moment donné, on se rend compte que vous l'avez revendu et vous êtes parti en France. Après, alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bon, je fais un raccourci. Aujourd'hui, dans un autre média là-bas. Pourquoi l'avoir vendu et le nouveau média, dans quoi il est concrètement? Bon, déjà, comme je vous dis que je suis devenu entrepreneur de presse, j'ai d'abord commencé par être salarié de Fraternité Matin pendant un temps très court et aussi du Temps, dont Toussaint Alain m'avait présenté la promotrice. Bon, je ne sais pas si c'était pour le bien ou pour le mal, mais en tout cas pour le bien. Au final, parce que j'ai travaillé quelques mois là-bas et donc j'ai créé le Courrier d'Abidjan. Ce n'était pas le Nouveau Courrier. Avec Sylvestre Conin, nous avons créé la belle aventure qui était le Courrier d'Abidjan. Et le Nouveau Courrier était le deuxième épisode en réalité de ce qui était un journal, un grand journal qui a fait son temps en Côte d'Ivoire et qui a créé une société de distribution qui s'appelait Distri Libre, qui a vraiment relevé beaucoup de défis et dont je suis fier aujourd'hui. Alors le Nouveau Courrier, je l'ai créé, je l'ai remis en selle d'une certaine manière en 2010 et en 2011, en mars 2011, le 28 mars, je suis parti de la Côte d'Ivoire. Et très rapidement, je n'ai plus eu les moyens de m'occuper de ce journal, de payer les salaires. Et, enfin, on peut témoigner, les journalistes en Côte d'Ivoire peuvent témoigner du fait que les journaux où j'ai été ont payé les salaires tous les mois. Et en fait, j'étais mal à l'aise avec ça, donc j'ai essayé de céder le journal à des gens qui disaient avoir les moyens de faire comme nous on avait fait à l'époque, c'est-à-dire payer les salaires et puis travailler dans un certain nombre de conditions requises de dignité pour des journalistes. Malheureusement, ces racheteurs n'ont pas été honnêtes et se sont très vite débarrassés des salariés du Courrier. Mais au-delà de leur honnêteté et de peut-être la conjoncture de la peut-être c'est la conjoncture aussi. Est-ce que il n'y a pas un vrai problème qui est lié aux accointances? Parce qu'un journal marche quand le journal est adossé au pouvoir en place, quelque chose comme ça. Est-ce que ça, c'est pas l'une des tares, finalement, du journalisme et de la presse? Alors, je pense que vous confondez deux problèmes. Le journal qui marche et le journal qui survit. Le journal qui marche, il n'est pas forcément associé au pouvoir. Il marche parce qu'il est vendu et parce qu'il y a de la publicité. Et justement, à l'époque où nous avons créé le Courrier d'Abidjan, c'est un journal qui marchait, qui avait
peut-être des petits déficits qu'ils réussissaient à combler, qui avaient peut-être besoin de quelques subventions pour pouvoir passer des moments difficiles, mais qui marchaient et qui, les aides qui pouvaient venir d'ici ou de là étaient très minoritaires dans son modèle économique. Progressivement, ce qui a tué les journaux, ce n'est pas les accointances forcément avec les partis politiques, mais c'est leur mauvaise négociation du tournant numérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens préféraient acheter un pass plutôt qu'acheter un journal, parce qu'avec un pass, vous avez accès à tout, les journaux et avec les réseaux sociaux. Donc c'est les réseaux sociaux et le numérique qui ont surpris les journalistes ivoiriens qui n'ont pas fait leur mue et les journaux ivoiriens qui n'ont pas fait leur mue. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des chantiers qui pourraient être intéressants. Le chantier de la presse quotidienne régionale, par exemple, qui pourrait naître aujourd'hui. Le chantier de la presse numérique qui pourrait naître aussi. Mais il faut être visionnaire. Et justement, sans me vanter, parce que je n'aurais jamais pu accomplir cela sans Sylvestre Kona, je pense qu'à notre époque, nous avons été visionnaires, parce que nous avons créé une société de distribution. Et je pense que la distribution est un des gros problèmes de la presse. Imaginez que vous avez un journal qui n'est vendu, là je suis peut-être en train de donner des idées à des gens, mais qui n'est vendu qu'à Abidjan et qui est distribué, le soir à Abidjan dans les embouteillages et qui donne envie d'être acheté et qui ne coûte pas 300 ou 400 francs, mais 100 francs, ben, je pense que ça marchera. Ça maintenant, existait, effectivement, Ivoire Soir à l'époque. Oui, à l'époque, Ivoire Soir marchait parce que justement, il était porté par d'autres. Il y avait des informations nouvelles dans Ivoire Soir. Et je pense qu'il y a toujours des chantiers à mener. Tofi, moi, je vais vous ramener en 2002. Ouais, ça va faire trop gros quand même que tu me vois. Non, on est là sur le plateau. Bon, ok, je te tutoie. Je te ramène en 2002, tu démissionnes, comme tu l'as imagé, par fracas du monde. Est-ce que, et tu l'as dit, est-ce qu'aujourd'hui, si 2002 était aujourd'hui, tu l'aurais fait? Je ne sais pas, parce qu'on a toujours notre être profond, mais notre être profond s'adapte aux réalités. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants et j'ai aussi des désillusions politiques. Hein, et je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, mais peut-être que je l'aurais fait, je ne sais pas, parce qu'au fond, on ne se refait pas. Maintenant, il faut toujours être confronté au choix pour voir ce qu'on va choisir. Mais disons que à l'époque, c'était très difficile pour moi d'aller au-devant, enfin de contrarier mes propres perceptions et mes principes. Je pense que j'étais plus à cheval sur mes principes que d'autres, parce que j'étais aussi nourri à la pensée de Mongo Betti, à la pensée des panafricains. J'étais habité. Et là, vous avez une désillusion. Justement, vous parlez de désillusion politique. C'est quoi cette désillusion politique? Ça viendrait d'où? La désillusion politique vient du fait que quand on est jeune, on croit que les idées dirige le monde. Elle dirige le monde en partie. On a parlé par exemple du panafricanisme qui, par vent et marée, contre vent et marée, conduit le destin de l'Afrique et surprend les puissances étrangères. Mais les personnes qui sont les instruments de cette histoire ne sont pas forcément des saints et il ne faut pas trop attendre des hommes et des femmes. Et donc, les désillusions ne sont liées qu'à la naïveté de la jeunesse. Une courte question de Élysée. Voilà, en 2002, vous aviez pris fait écho, c'est vrai, vous avez parti à un fracas, mais on sait tout ce que vous avez pris fait écho pour le régime qui était là en son temps. Et ce régime avait été attaqué, et vous avez défendu ce régime par une horde militaire. Et aujourd'hui, tout à l'heure, quand vous expliquiez, vous trouviez que les régimes qui ont pris le pouvoir dans les 3 pays, ces régimes militaires-là, sont des régimes qui sont en train d'aller sur la voie que vous pensez peut nous conduire au panafricanisme. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire parce que je disais que l'histoire n'est pas écrite par des saints et en fait, ce n'est pas les principes forcément des principes linéaires, comme disait le général de Gaulle, la pureté évangélique ne mène pas à l'Empire. Mais et donc à l'époque, par exemple, je n'ai pas défendu un régime. Moi, j'ai défendu un pays, une nation. La Côte d'Ivoire était une nation qui était agressée par l'ordre international. Et c'était une nation africaine qui était agressée. Et moi, en tant que franco-africain, je me sentais mal de voir mon pays faire mal à mon continent. Au-delà du régime, effectivement, le pouvoir à l'époque était celui qui était là, mais je ne suis pas... S'il n'y avait pas eu cette guerre, je n'aurais pas pris un certain nombre de positions. Ça est cause pour ce... Alors, une courte question, Alain, tout ça, on termine. Parlons de ton pays ou votre pays, la France. Ou notre pays, peut-être. Non, notre pays, oui, disons. Je ne sais pas quel est l'état des passeports des gens. Alors, la France d'aujourd'hui fait peur.
avec ce qui se passe, la montée de l'extrême droite, la radicalisation même de ceux qu'on croyait les plus modérés, notamment le président Macron et à sa suite la droite ancienne, chiracienne, qui est devenue aujourd'hui une espèce d'ersatz du Front National. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous êtes journaliste aux médias. Oui, le média. Et on termine là-dessus. En ligne et qui est maintenant même sur le bouquin en France. Quel regard Alors, sur la France d'aujourd'hui? Je pense que les mouvements politiques et, je veux dire, la régression politique à laquelle on assiste en France témoignent du déclin de l'Europe. C'est un déclin. Les Européens n'arrivent plus à être les dominateurs du monde, mais ils veulent toujours se persuader qu'ils le sont. Et quelque part, ce sont des maladies infantiles. L'extrême droite, en Italie, en France, partout, ce sont je ne dirais pas des maladies infantiles, mais des névroses, des mutations, des mutations que la mondialisation impose à l'Europe. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, on a eu une loi immigration. Pendant ce temps, l'Italie annonçait qu'elle allait importer, entre guillemets, 450 000 personnes, parce que le vieillissement de la population en Europe l'oblige à avoir recours à l'immigration, par exemple. Très bien. On va donc s'arrêter là. En tout cas, ça a été un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau, d'entendre justement un journaliste, vous l'avez dit, qui est fier de cette double culture, la culture européenne, donc française, et puis la culture africaine. Et nous ici, ce qu'on veut, c'est de parler, c'est la démocratie, les uns et les autres échangent. Et on a été très très heureux de Théophile Kouamouo. On espère vous retrouver des débats. Merci d'être venu également. Merci. On a senti en tout cas le brin de sagesse. Voilà, on a senti cela dans vos prises de position. 20 ans après. 20 ans après, 4 enfants, l'eau a coulé sur les ponts. Merci beaucoup. Nous, on se retrouvera donc demain, voilà, par la grâce du Tout-Puissant. Merci de nous avoir différentes réactions sur la toile. Merci. On se retrouve demain. Élisée, Daouda, Herman, Alain Toussaint, André Bois. À demain, merci. Christelle. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.